Je ne sais pas si vous me voyez correctement. Certainement, je suis à contre-jour. Un nouveau spot pour parler de la mentalité de scarcity. C'est une problématique qui touche énormément des personnes, des Africains de la diaspora, venus en Europe, soit pour travailler, pour suivre leurs études, et de façon générale, c'est une mentalité qui est beaucoup attachée aux personnes issues du tiers-monde, des pays en voie de développement, mais aussi des personnes qui ont eu la chance de naître dans des pays développés, mais qui simplement ne sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche, on va dire ça comme ça. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les différentes facettes, manifestations, n'est-ce pas, de la Scare City Mindset, voir de quoi il s'agit. Mais avant cela, revenir sur la définition de ce que c'est, mais aussi voir les conséquences qu'il y a dans le quotidien de façon générale. Si le sujet vous intéresse, je vous dis de rester connecté et à tout de suite. Qu'est-ce que le Scare City Mindset? Aujourd'hui, nous sommes sur les quais de la Seine pour parler de la Scare City Mindset. Qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les conséquences au quotidien? Comment cela se manifeste? Et comment en sortir de ce schéma toxique. On parle de scarcity mindset lorsque des individus se comportent d'une manière qui reflète leur expérience passée. Dans des milieux pauvres et de précarité, comme la faim dans l'enfance, le fait de quitter un pays pour vivre dans un nouvel endroit avec des ressources limitées. Clairement, ça c'est le cas des personnes comme moi qui ont dû quitter leur pays d'origine pour venir apprendre dans un pays occidental. On parle de scarcity mindset lorsque l'intention n'est focus que sur ce qu'on n'a pas et sur ce qu'on n'est pas. Quelles sont les origines du scarcity mindset? Il existe plusieurs origines au scarcity mindset. Ça peut être un conditionnement de la société, c'est-à-dire que vous êtes né dans une famille avec un niveau social plutôt décent, mais parce que autour de vous, il y a des personnes qui ont un comportement de scarcity mindset, ces comportements peuvent déteindre sur vous. Ça peut également être un héritage transgénérationnel. Maintenant, la science nous le prouve. Les traumatismes de nos parents nous sont transmis par l'ADN. On appelle ça les traumatismes transgénérationnels. Donc, vous pouvez avoir tout bon de cocher sur le papier, mais vous avez toujours ce comportement de personne qui n'en a pas assez, de comportement de personne qui n'est pas assez. Ça peut être justement à l'origine, le transgénérationnel peut être à l'origine de ce genre de comportement. Le scarcity mindset peut être également dû à votre condition sociale, c'est-à-dire que vous êtes né malheureusement dans un niveau social qui vous empêche d'avoir accès à certaines ressources et d'avoir accès à certains types de dignité, n'est-ce pas? Et donc, lorsque vous vivez ce qu'on appelle une ascension sociale, le fait que vous soyez maintenant dans un milieu social plutôt confortable, cela n'a pas forcément directement d'impact sur le comportement que vous avez, sur les réflexes que vous avez, n'est-ce pas, engrammés lors de votre enfance. Mais aussi un contexte de précarité trop important, comme par exemple le fait que beaucoup de personnes soient licenciées autour de vous, comme par exemple qu'il y a de trop gros taux de mortalité autour de vous. Tous ces contextes-là, en fait, peuvent créer une scarcity mindset. Maintenant que je vous ai défini ce que c'était le city mindset, le scarcity mindset, et que je vous ai expliqué, n'est-ce pas, quelles en sont les origines, nous allons voir maintenant par la suite les différents points qui manifestent d'une scarcity mindset. Le premier point que j'ai noté sur le fait de savoir si une personne ou pas a le scarcity mindset, c'est simplement la peur de la police. Moi, me concernant, j'ai grandi dans un milieu social assez stable dans mon pays d'origine. Même lorsque je suis venue ici en France pour apprendre pour mes études supérieures, je n'ai jamais eu de couac avec la police, avec la justice de façon générale. Ma mère et mon frère aîné travaillent dans le milieu judiciaire. Je n'ai jamais eu de soucis avec la police, je n'ai jamais eu ce genre d'intercation, etc. Et j'ai un comportement plutôt honnête. Cependant, bizarrement, j'avais peur de la police. Lorsque je suis arrivée en Europe, pour mes études supérieures, j'avais peur de la police. Je ne sais pas, ça m'intriguait, je me sentais bizarrement coupable ou j'avais peur, je manifestais d'un certain inconfort. Coucou, ça va? Je manifestais d'un certain inconfort, pourtant je n'ai jamais eu de couac avec la police. Mais ça en fait c'est le reflet d'une scarcity mindset parce que du milieu d'où je viens, il y avait ce souci n'est-ce pas, avec la police, avec les forces de l'ordre, avec la justice, que inconsciemment ça déteint sur moi et pour moi, la police n'était pas une source de sécurité
une source de protection, mais c'était pour moi comme une source d'oppression, en fait. Quand est-ce que j'ai eu le déclic par rapport à ce scarcity mindset sur la police? C'est lorsque j'étais allée à Berlin avec un pote et on marchait sur la place, là, près du gros monument, là, etc. Et je le vois, il se met à taper la dispute avec des policiers, voilà. Il y avait une manifestation qui se passait et intrigué, curieux, il a demandé aux policiers qui étaient sur place pour assurer justement assurer l'ordre. Il leur posait des questions, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du monde? Est-ce que ça va bien, etc. Et moi, j'étais comme, on a le droit de parler aux policiers? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai eu le déclic de me dire que, mais en fait, la police, c'est une source de sécurité. La police, ce sont des agents, ce sont des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils ont été mandatés pour établir l'ordre dans la société. Et ce n'est pas normal, Marissa, de te sentir oppressé devant la police. Ce n'est pas normal de te sentir apeuré devant la police. Au contraire, dès que tu vois la police, tu dois être soulagé. Et là, maintenant, je vous dis, dans certaines circonstances, maintenant quand je vois les forces de l'ordre, je souris, je les salue, je leur dis bonne continuation, bonne chance, etc. Avant, ce n'était pas du tout le cas parce que justement, j'avais cet héritage-là de la peur de la police qui oppresse, la police qui est instrumentalisée par la politique. Voilà. On peut avoir ce genre d'expérience quand on vient de pays sous-développés, la police qui est beaucoup instrumentalisée pour servir des propagandes. Je vais fermer la parenthèse politique, mais c'est pour dire que si vous avez peur de la police, c'est que certainement vous avez grandi dans un contexte pas très sécuritaire. Dans le même ordre d'idée, nous avons le fait d'être tout le temps en hypervigilance, le fait d'être tout le temps sur ses gardes, le fait que on ne se sent pas libre, voilà, de ses faits et gestes, on n'est pas libre de tous ces mouvements, on se sent toujours obligé de surveiller à gauche et à droite qu'est-ce qui se passe, on est toujours obligé, n'est-ce pas, d'avoir ce regard, n'est-ce pas, de surveillance qui tourne à gauche et à droite. Ça, c'est simplement un traumatisme du fait que vous ayez grandi dans un contexte qui ne vous assurait pas assez de sécurité en fait. Vous n'êtes pas en sécurité émotionnelle, vous avez grandi dans un contexte qui ne vous assurait pas une sécurité émotionnelle, vous avez grandi dans un contexte qui ne vous assurait pas une sécurité physique et même psychologique en fait. Le fait d'être en hypervigilance, c'est la démonstration vraiment que vous avez grandi dans un contexte qui ne favorisait pas l'épanouissement. Malheureusement, dans beaucoup de capitales européennes, ce phénomène d'hypervigilance est en train de prendre de l'ampleur parce que la situation se dégrade, même pour les conditions des femmes. C'est toujours délicat pour des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent, de peur de se faire agresser. Mais ça, c'est plus d'ordre politique en fait. C'est d'ordre politique, c'est-à-dire que si les politiques européennes mettaient un peu plus du leur, oui, s'ils mettaient plus du leur, c'est une condition qui pourrait s'améliorer drastiquement. Alors que lorsqu'on est issu de pays en voie de développement, l'hypervigilance, quelque part, c'est pas une question politique, c'est vraiment sociétal, c'est structurel. On a peur de se faire piquer ses affaires, on a peur de se faire agresser, on a peur de se faire insulter, on a peur de se faire dénigrer. En fait, même dans son intégrité physique, on a peur. Évidemment, c'est plus le cas dans beaucoup de capitales africaines, je suis bien d'accord, et même aussi sud-africaines ou en Asie, parce qu'il y a vraiment un élan de développement, mais le fait de se sentir en hypervigilance, c'est le point marquant que vous avez grandi dans un contexte de scarcity et que vous avez un scarcity mindset. Un autre fait important qui demande d'une scarcity mindset, c'est le fait de ne pas savoir se débarrasser des objets usés. Le fait de trimballer des objets usés, le fait de ne pas savoir faire le tri, vous voyez, ce système de tri, de savoir s'adonner au renouveau, etc. Pas forcément le renouveau dans le sens de faire du gaspillage pour de la surconsommation. C'est vraiment le fait de poser un regard simple sur ce dont on dispose, des ressources dont nous disposons, que nous avons, et dire que là, c'est gaspillé. Je jette pour acquérir une nouvelle version, ou là c'est abîmé légèrement, je répare en fait. C'est une façon de voir que beaucoup de personnes en fait issues de pays sous-développés ont. En fait, ils ne savent pas faire le tri, ils ne savent pas se débarrasser de ce qui est usé. Et je me reprends, c'est pas forcément des personnes issues des pays sous-développés, c'est des personnes qui sont issues de milieux précaires. En fait, ils ont le peur du renouveau, même si c'est abîmé. Ils n'ont pas forcément le réflexe de remplacer ils n'ont pas le réflexe de remplacer ou de réparer. De réparer peut-être si, mais vous voyez, cette accumulation de choses usées, c'est vraiment la démonstration d'une scarcity mindset. Et il y a également le fait de ne pas savoir jeter la nourriture. Voilà. La nourriture est pourrie, c'est pourri dans le frigo,
la nourriture pourrie. Il n'y a vraiment pas une notion en fait de savoir gérer les portions, de savoir gérer les ressources. Vous voyez cette intelligence dans la gestion des ressources. Beaucoup de personnes issues de milieux précaires n'ont pas cette intelligence-là. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est pas construit, c'est pas transmis. Il n'y a pas cette notion de gestion des ressources. Même très souvent par rapport à ça, les gens qui sont issus des milieux ruraux sont même plus stratèges et ont plus de considération par rapport à la nourriture que les personnes certainement qui vivent en ville. Après, ça dépend, c'est nuancé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire dans le respect, mais ça, c'est mon point de vue. Un autre point que j'ai noté, c'est le fait d'avoir la sensation de ne jamais avoir assez. Même si factuellement, tu as un bon salaire, tu es dans des situations assez confortables, mais en toi, il y a cette voix qui résonne que tu n'as jamais assez. Et donc, ça te pousse à la surconsommation. Il n'y a pas vraiment, comme je disais tantôt, il n'y a pas de notion de gestion de ressources, en fait. Il n'y a pas de notion de gestion du patrimoine. Il n'y a pas de notion de gestion de ce dont on dispose. Mais c'est vraiment, c'est flou, voilà. C'est bizarre, c'est étrange. On ne sait pas en fait, conscientiser ce qu'on a. Voilà. Soit on trouve que c'est pas assez, même si factuellement c'est assez, et donc on est donc comme ça dans une espèce de surconsommation. Ça, c'est vraiment une démonstration du scarcity mindset. J'ai noté zapper les périodes de vacances. Le rapport aux vacances, aux loisirs, même de façon générale, c'est assez controversé. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette notion-là du repos, après avoir lourdement travaillé. Et il y en a qui, comme moi, en fait, ne savent pas jouir des vacances. Et c'est un comportement qu'on retrouve beaucoup au sein des personnes cadres, hein, issues de la diaspora, dans la diaspora, je vais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de programmer des vacances. Il n'y a pas la notion de se reposer. Il n'y a pas la notion de loisir, en fait. Je me souviens, lorsque j'étais dans ma première, lors de ma première expérience, lorsque j'ai commencé dans le monde professionnel, j'étais vraiment en mode, voilà, il faut que je prouve que je suis la meilleure, patati patata. En plus, j'étais la plus petite, j'étais la junior, la plus petite de toute l'équipe. Donc, j'étais vraiment en mode, il faut que je prouve que je mérite d'être là, quoi. Et on était la même période, en fin avril, début mai. Et j'avais des collègues en fait qui commençaient à planifier leurs vacances. Donc ils parlaient de leurs vacances, oui, mais toi tu pars où, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et moi j'étais en mode, mais de quoi ils parlent en fait? Pourquoi ils parlent de vacances au travail? Pourquoi ils en parlent en fait? Et ça me mettait mal à l'aise parce que c'était une condition nouvelle pour moi. C'était bizarre pour moi de prendre des congés. Et même savoir poser des congés, c'était un exercice qui était périlleux pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais du mal à poser des congés. J'avais du mal à programmer mes vacances. Par exemple, prévoir 3-6 mois à l'avance où j'allais partir, c'était vraiment inconfortable. Je ne sais pas comment l'expliquer. Maintenant, je sais qu'avec du recul, c'est certainement parce que j'étais étudiante et j'étais fauchée, tout le temps à découvert. Et c'était compliqué justement de savoir mettre de côté pour réserver des vacances, pour se détendre, etc. Moi, mes vacances, c'était aller chez des parents, c'était faire des petits jobs dans Paris. C'était vraiment compliqué, hein. Et ça, justement, le fait de ne pas savoir considérer les temps de repos, pour moi, clairement, c'est une conséquence directe d'une scarcity mindset. C'est-à-dire que le fait que la société dans laquelle tu es vécu, que tu es grandi, ne soit pas rythmée, n'est-ce pas, au rythme de la production, c'est-à-dire on travaille, après on se repose pour travailler, on appelle ça vraiment des sociétés de production. C'est normal quand tu produis de te reposer. Mais lorsque tu viens d'une région du monde où c'est pas forcément structuré dans ce sens, ça peut être délicat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravie d'avoir votre retour, votre point de vue, mais pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment un gros souci avec la notion de plaisir et de loisir. Et dans le même ordre d'idée, dans la continuité, c'est un gros souci avec la gestion du temps, en fait. Les personnes qui sont nées dans des conditions de précarité ont un gros souci avec la notion du temps. C'est comme s'ils ne savaient pas se positionner dans une frise temporelle, la gestion du temps. Savoir justement s'engager sur la longue durée. Par exemple, moi, mais concernant, j'ai eu du mal à m'engager sur des projets qui pouvaient prendre 2 ans. Quand on me disait oui, mais c'est un truc qui prend 2 ans, etc. Pour moi, ça créait de l'insécurité. Mais non, je ne veux pas que ça prenne 2 ans. Je veux que quand je travaille, je récolte les fruits tout de suite maintenant. Mais justement, cette notion de ne pas laisser le temps agir, de ne pas laisser le temps faire de sa magie pour avoir le retour sur investissement de ce qu'on a pu faire comme travail, ça c'est une mentalité de scarcity mindset. Et même sur ce point-là, vous voyez, les personnes qui sont souvent issues des milieux ruraux sont même plus conscients du temps qui passe que certaines personnes qui sont nées en ville dans des capitales africaines
et qui viennent en Europe pour les études et qui, comme ça, propulsés dans le monde adulte, avec cette déchirure de venir dans un pays, de quitter d'un pays pauvre pour venir dans un pays développé et faire face comme ça à la notion de temps, je sais que je ne suis pas la seule. C'était ma problématique, je sais que je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes ont ce problème de la notion de temps, de savoir gérer le temps, de savoir se projeter dans le temps, de savoir organiser sa vie, organiser ses loisirs, organiser ses projets et avoir cette vision long terme. Vous voyez, la vision long terme, c'est une condition que beaucoup de personnes issues de milieux précaires n'ont pas. Ça, c'est réel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je serais ravie d'avoir votre retour. Donc, j'ai noté la gestion du temps. J'enregistre cette partie après avoir tourné la vidéo, mais pour moi, c'était un point essentiel à rajouter, un point essentiel à souligner, c'est la peur d'aller à l'hôpital pour des personnes issues des pays sous-développés. Évidemment, il faut faire attention, ce n'est pas à généraliser. Toutes les personnes issues de pays en voie de développement ne pensent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes expériences, n'est-ce pas? Mais de façon générale, on peut quand même observer une trame, un pattern que des personnes souvent n'aiment pas aller à l'hôpital. Maintenant, pourquoi cette mentalité de scarcity? Pour moi, c'est une mentalité de scarcity. Je peux me tromper, mais il peut y avoir plusieurs raisons. La première raison qui pourrait expliquer le pourquoi certaines personnes n'aiment pas aller à l'hôpital, n'aiment pas le milieu hospitalier, mais c'est simplement des expériences négatives dans le pays d'origine. Par exemple, si le système de santé est défaillant, il n'y a pas assez d'outils, les médecins ne semblent pas formés, les médecins ne semblent pas accueillants par rapport aux services qu'ils ont à délivrer, le fait qu'il y a de la corruption, le fait qu'il y a des trafics d'organes, malheureusement, en fait, c'est juste un manque de confiance qui plane. Une autre raison, ça peut simplement être des craintes liées à la culture ou à la religion. Par exemple, il peut y avoir cette méfiance envers la médecine moderne. Vous voyez, la médecine du blanc, la science du blanc. On ne veut pas aller vers la science du blanc, on veut rester dans notre science à nous. Parce que très souvent, certaines personnes préfèrent aller chez le praticien, préfèrent aller chez le marabout, au lieu d'aller à l'hôpital parce que c'est notre science, c'est notre savoir, c'est notre culture et aussi c'est moins cher. Ça, c'est l'autre raison, ce sont des problèmes économiques. Souvent, c'est moins cher d'aller chez le nganga. Pour moi qui suis d'origine d'Afrique centrale, c'est moins cher d'aller chez le marabout que d'aller à l'hôpital pour avoir des soins approximatifs dans des contextes insalubres. Vous voyez un peu. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs à cette crainte d'aller à l'hôpital. Ça peut aussi être un rôle de la famille qui préfère s'occuper de la personne à la maison. Ça peut être un manque d'information. Par exemple, parfois les personnes ne savent pas comment le système de santé fonctionne exactement. Est-ce qu'elle a droit à ceci ou à cela? Il y a une désinformation, il y a tellement de raisons qui expliquent cela, mais c'est un fait que cela soit une personne issue de l'Afrique centrale, issue de l'Afrique de l'Ouest. Même aussi, j'avais suivi un documentaire d'une civilisation, d'une population qui était filmée en Amérique du Sud. Il y a cette crainte d'aller à l'hôpital, essentiellement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de croyance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas toucher à la science du blanc. On a notre science à nous, on fait nos choses et en plus c'est moins cher. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le besoin de mentir, le besoin de manipuler, le besoin de tromper, en fait. Vous voyez, lorsqu'on évolue dans un milieu qui ne nous est pas favorable, naturellement, instinctivement, on se doit de préserver nos intérêts. C'est nos intérêts qui priment. Pourquoi? Parce qu'il en voit de la notion de survie. C'est simplement de la survie. Donc, des personnes qui grandissent dans des conditions de scarcity mindset sont des personnes, en fait, qui, malgré elles, ont évolué dans un monde brutal, un monde de requins, et donc ont développé des stratégies d'adaptation. Et ces stratégies d'adaptation sont lesquelles? Il y a la manipulation, il y a le fait de mentir, il y a le fait d'escroquer, d'abuser du bien d'autrui, d'abuser de l'intégrité d'autrui, le fait de ne pas forcément avoir d'empathie, de ne pas forcément avoir de pitié. Ces personnes-là, pour moi, ne sont pas intrinsèquement méchantes. C'est juste qu'elles ont grandi dans des conditions tellement dures que ça a forgé leur cœur, n'est-ce pas, à être dures, à être méchantes. Pas toutes, hein. Il y a des personnes qui ont grandi dans des belles conditions, mais se voient toujours obligées de sécuriser leurs biens. Voilà, ça peut être aussi issu de la transgénérationnelle. Quand j'ai lancé les origines du scarcity mindset, mais la plupart du temps, ces personnes-là,
sont des manipulatrices, sont des menteuses, sont des abuseuses, ce sont des personnes qui abusent beaucoup des autres. Il n'y a pas de respect, vous voyez, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'empathie. C'est vraiment un point qu'on retrouve énormément auprès de personnes qui ont grandi dans des milieux très défavorisés. Et j'ai noté le souci avec les émotions. Souvent, ces personnes sont obligées de ressentir des fortes émotions comme la jalousie, la compétition, l'envie vis-à-vis des collègues, le fait d'avoir l'œil sur le bien d'autrui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de ce qui m'appartient, m'appartient, et ce qui ne m'appartient pas, ne m'appartient pas. Il n'y a pas du respect du bien d'autrui, en fait. Très souvent, il n'y a pas de respect du bien d'autrui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, cette mentalité du scarcity mindset. Il n'y a pas la notion de respecter le bien d'autrui. Vous voyez, dans des sociétés dites évoluées, il y a aussi ce genre de personnes. Ce n'est pas la question, mais c'est vraiment... c'est rare en fait. Et justement, ce genre de personnes qui ont ce genre de comportement, ils ont des noms spécifiques. Voilà. Mais très souvent, c'est très répandu dans des pays en voie de développement, dans des personnes qui sont issues de pays de milieux précaires, d'avoir ce non-respect. C'est vraiment étrange. Beaucoup d'émotions négatives. C'est assez délicat. Et j'ai noté en dernier, je vais vous déplacer pour que vous puissiez mieux me voir. Et j'ai noté en dernier le fait de ne pas avoir confiance aux autres. Cette notion de peur de l'autre, de méfiance envers l'autre. Ça me rappelait quand je revenais d'arriver. C'est vraiment particulier. Hein. Quand on fait une rétrospective, on se dit vraiment waouh, on revient de loin. Parce que, par exemple, j'ai observé beaucoup de personnes issus justement de milieux, de pays en voie de développement ou bien de milieux précaires. Et il y a beaucoup cette notion de méfiance, il y a beaucoup cette notion de faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on montre. Parce qu'en fait, il y a cette crainte inconsciente que l'autre peut nous faire du mal, l'autre peut nous empoisonner, l'autre peut nous tuer, l'autre peut nous jalouser, etc. Donc il y a toujours cette méfiance, la volonté de toujours avancer masqué. On avance masqué, comme si on était en guerre en fait, pour ne pas être... dévoilé par l'ennemi. Vous voyez vraiment, en fait, il y a vraiment des comportements de stratégie de guerre avec ce genre de personnes. C'est vraiment de la manipulation, de la stratégie, avancer masqué, mentir, manipuler, envier le bien d'autrui, aucun respect sur l'intégrité, etc. C'est vraiment malheureusement un héritage que nous avons et il est totalement possible de le conscientiser dans un premier temps, de comprendre que ce genre de comportement ne nous est pas utile et de travailler dessus. Cela se travaille, il faut juste faire le choix conscient d'accepter qu'on a cette mentalité de la scarcity, de comprendre l'impact négatif que ça peut avoir dans notre quotidien, dans les opportunités que nous pouvons saisir, dans les rencontres que nous pouvons faire, n'est-ce pas? Et ensuite de travailler dessus, humblement. Un pas après l'autre, mais de comprendre que c'est très important. Voilà. Un épisode que j'ai voulu différent, dans un cadre différent, pour parler de la scarcity mindset. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est avec plaisir que j'ai pu échanger de tout cela avec vous. Je vais y aller parce que je commence à avoir des visiteurs. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et un niveau à la fois. Ciao. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai toujours eu peur des zones industrielles. Quand je voyais des gros camions comme ça, avec des grosses citernes, ça m'a toujours effrayée en fait. Alors que maintenant, lorsque je réalise l'argent que ça rapporte, évidemment que je n'ai plus peur des camions.